C'est quand même un moment, très difficile, l'accouchement, et en même temps merveilleux, donc j'ai vraiment hâte de voir, ce qu'on va pouvoir faire justement avec, tout ce qu'on a appris en autonomie. J'ai hâte. Un papa, une maman, épisode 6. Ça m'a totalement rassuré en fait, d'avoir des professionnels qui nous conseillent parce que, moi si c'est une garde partagée, j'aimerais le plus vite possible l'avoir vraiment de façon, partagée, En plus de la sage-femme, Pascal et Florence sont suivis par un psy spécialiste de la petite enfance, un suivi qu'ils estiment indispensable pour être en phase l'un avec l'autre et s'assurer de la solidité de leur projet. L'un des grands sujets abordés dans le cabinet, ça a été la garde du bébé à venir. Pascal et Florent ont chacun leur appartement et ils ont prévu d'élever leur enfant en garde partagée à partir du moment où il sera suffisamment grand. on on crée une famille, mais pas un foyer. Voilà, donc il y a 2 foyers et l'enfant, il sera aussi dans mon foyer et assez rapidement. Mais j'étais presque, encore une fois, très péremptoire et peut-être que j'avais tort, mais je disais: «Voilà, il faut que très vite, Pascal, pour défusionner, que l'enfant soit avec moi parce que sinon je vois pas comment je pourrais avoir ma place». Pascal, voilà, qui elle, pensait que c'était peut-être un peu tôt, de faire une garde partagée, m'a dit: «Non, mais il faut qu'on aille voir un psy». Je fais: «Bah, bien sûr, bien sûr», et j'en ai parlé au psy et le psy tout de suite m'a raisonné, a dit: «Non, non, mais le premier mois de naissance pour un bébé, c'est le 10e mois de grossesse. Donc en fait, l'enfant, il doit être avec la maman tout le temps. Et mais le papa doit être hyper présent». Et il dit: «Voilà, pendant les 3 premiers mois, je pense qu'il serait plus judicieux que vous soyez tout le temps ensemble». Et donc là, j'ai compris que non, ça allait pas être une garde partagée tout de suite. Mais pour moi, il y a eu un mot d'un professionnel. C'était un avis d'un professionnel, donc pour moi, il était même plus question de discuter. C'était comme ça, et qu'on n'allait pas faire débat. Et bien sûr, Pascal, j'allais être là pendant les 3 premiers mois. Ça a rassuré Pascal et ce sera comme ça. On a quand même des chambres qui se ressemblent beaucoup, on a pris le même lit évolutif, on prend le même matelas allongé, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a choisies ensemble. Et du coup, je pense que, voilà, le fait d'habituer cet enfant à être avec ses 2 parents à un endroit ou à l'autre, puis progressivement, voilà, qu'on ait des moments où on est, au bout de 3 mois, tout seul, dans un endroit avec lui pendant une journée, puis après ça pourra peut-être aller à 2 jours, voilà. De toute façon, ce sera aussi l'adaptabilité de l'enfant, qui va nous faire aller plus ou moins vite. Voilà, si je vois que ce petit bonhomme, il a aucun problème à passer 2 jours avec son papa, au 4e mois, bah, on essaiera. Voilà, et puis, si, c'est très difficile pour lui, bah, on fera une journée, quoi. Voilà, non, mais on va voir, hein, on va nous, on sait qu'au final, on veut arriver à une garde partagée de cet enfant, mais, le chemin, sera ce qu'il sera. On a défini les 3 premiers mois, on a défini le futur un peu plus lointain quand il aura, je sais pas, 2 ans, et on n'a pas forcément, défini, l'entre-deux. Ça, ce sera vraiment, à nous de nous adapter aussi, en fonction des réactions de notre enfant. Et le futur un peu lointain, tu l'évoquais, vous l'imaginez comment? Moi, j'ai envie d'une famille, une vraie famille. Alors, ça peut être une famille où, comme pour nous, tu vis pas sous le même toit, des projets familiaux, c'est-à-dire, autour de l'enfant, par exemple, partir un peu en vacances ensemble, fêter, enfin les fêtes importantes, les faire ensemble, voilà, avoir peut-être un moment dans la semaine où on passe tous les 3, pourquoi pas? Ce sera aussi à définir avec Florent, on en a parlé, on n'a rien, arrêté complètement, mais j'ai l'impression qu'on a un peu les mêmes idées. Après Florent, il est très prudent parce que, en fait, comme il voit que depuis 2 ans, il y a pas eu d'homme dans ma vie, mais comment veux-tu qu'il y ait un homme avec un projet, d'enfant, avec un autre homme? Enfin, c'est juste quelque chose auquel je ne pense pas, qui ne me frustre même pas et qui ne me fait même pas envie. Voilà, donc je pense que Florent est plus inquiet, de cette espèce d'autonomie, de liberté que moi. Moi, je suis pas inquiète de ça, parce que c'est pas du tout dans mes priorités, mais ça le sera, ça viendra forcément. Après, on se dit aussi que c'est une chance d'avoir, des moments de libre pour, ta vie d'homme ou ta vie de femme, et que quand tu retrouves ton enfant, tu dois avoir 10 fois plus d'énergie, à donner,
tu t'es ressourcé, t'as fait autre chose aussi. Je pense que ça peut être bénéfique si on le gère bien. Ça peut être une belle famille, justement, où chacun s'épanouit, où on est trois à s'épanouir. Et qui dit famille dit belle entente du père, de la mère, bienveillance. Enfin, si les parents sont épanouis, l'enfant le sera. Ce qui me soucie le plus, c'est qu'on fasse bien les choses pour que les séparations ne soient pas douloureuses. Alors, je pense qu'au début, faut pas se leurrer, une maman qui laisse son bébé de 3 mois 2 jours, je pense que ça doit être oh là là, je l'ai laissé 2 jours. Enfin, je pense, je ne sais pas, mais je pense que ça doit être la mère doit déjà le vivre comme une séparation, peut-être l'enfant aussi, mais oui, bien sûr que j'ai des inquiétudes, mais je me dis que je dois arriver à les surmonter. Enfin, c'est surtout ça. Voilà, si il y a pas de problème pour l'enfant, il y a pas de problème. Et puis son père, il a tout aussi envie, lui, de passer du temps avec son enfant. Voilà, donc je me dis que je le surmonterai, ça c'est sûr, que je vais trouver la clé, euh, parce que j'y suis vigilante, parce que ça, je l'ai dans ma ligne de conduite, c'est une des étapes. Mais comme je ne l'ai pas encore vécu, je ne peux pas savoir si ça va être facile ou un peu difficile. La grossesse se poursuit et en janvier 2021, quelques jours après la séance d'aptonomie d'ailleurs, Pascal doit faire une écho de croissance. Étant âgé, forcément, on doit contrôler davantage la croissance du fœtus. Donc, je fais mon écho du 3e trimestre, en fait, où on me dit que ça va. Mais en fait, moi, je remarque qu'il est tombé au 20e percentile au lieu du 50e. Ce qui veut dire qu'il est dans les 20% de bébés aussi petits au lieu d'être pile poil à la moitié. Bon, je pose la question à la sage-femme et elle me dit de toute façon, vous avez une écho de croissance là très bientôt. On va l'avancer un petit peu et voilà. Et donc je sais plus si c'est le 3 ou le 5 février, je fais une écho de croissance. Et là, badaboum, patatras, le bébé est tombé en dessous du 5e percentile, au 3e percentile. C'est-à-dire qu'il a un retard de croissance intra-utérin, alors que jusqu'à présent, il grossissait très très bien. Donc là, évidemment, dans ces cas-là, il faut en chercher la cause. La sage-femme qui me fait mon échographie, qui est géniale, qui est en ville, me dit, bon, moi, dans ces cas-là, c'est trop important, je renvoie vers le CHU, je vais les appeler moi-même pour prendre un rendez-vous. Dans 15 jours, on va recontrôler ça. Donc je refais cette écho de croissance le 18 février, donc vraiment 13 jours après avoir fait la première. Et là, on me confirme que non seulement il est au 5e percentile ou en dessous, mais qu'en plus, c'est dû à mon artère ombilicale qui s'est mise à ne plus bien vasculariser. Donc déjà, j'étais pas très rassurée. Et surtout, là, on me dit, moi, je vous laisse pas repartir. Vous allez chercher vos affaires, vous avez 1h30 pour faire une petite valise de 3 jours. On va vous garder et pendant 3 jours, on va vous faire des examens très réguliers, 4 fois par jour, des monitorings, et on va recontrôler avec un écho-doppler, donc comment vascularise cette artère ombilicale. Ça me fait super bizarre qu'on me dise je vous garde. Moi je dois accoucher le 17 avril, on est le 18 février quoi. Donc je rentre chez moi et là j'étais en panique, je fais mes affaires. Alors j'ai par chance, donc Florent n'était pas là, mais il me dit appelle tes amis et tout ça. J'appelle mes amis qui me disent on te laisse pas faire ta valise toute seule, on vient, on me retrouve avec 3 copines à la maison en train de m'aider à prendre le nécessaire. Tu sais, j'étais en panique, alors je savais plus quoi prendre, je comprenais pas ce qui se passait, j'avais peur pour mon bébé. À partir du moment où on te dit on vous hospitalise alors que moi j'allais très bien, c'est forcément qu'il y a un danger pour mon bébé. Donc là, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et je reste donc 3 jours en ce qu'on appelle l'unité de grossesse pathologique. Et au bout des 3 jours, j'ai dit, bon, alors je sors quand? Et on me dit, ah non, mais vous sortez pas là, vous allez rester probablement jusqu'à l'accouchement. Ils m'ont dit, on va vous faire tout de suite 2 piqûres de cortisone pour maturer les poumons du bébé au cas où ils doivent sortir très tôt. Et on va essayer d'aller jusqu'à la semaine 34. Donc pour eux, c'est dans le développement, c'est quelque chose de plus facile pour eux à 34 qu'à 32. Donc on essaye d'aller jusqu'à la semaine 34. Et voilà. Et ça a été sempiternellement comme ça. On essaye d'aller à la fin de la 32, on essaye d'aller à 33, on essaye d'aller à 34, on essaye, voilà. Ils m'ont dit, on ne sait pas si vous allez aller à la 34, mais en tout cas, on essaye de gagner du temps. Chaque jour compte.
l'unité de grossesse pathologique au CHU, elles sont formidables, hein, les femmes là-bas. Il y a une équipe formidable, mais c'est quand même, t'es hospitalisé, t'es alité. Voilà, ta fin de grossesse, elle est plus du tout aussi étincelante que le reste, quoi, que ce que tu as vécu jusqu'à présent. Je me faisais une joie de pouvoir faire les boutiques, de pouvoir acheter des choses pour mon bébé, de pouvoir terminer cette chambre, de pouvoir l'accueillir, penser à ça, avoir terminé le matériel et pouvoir penser à sa venue. Et là, tu es dans la terreur tous les jours. Enfin, la terreur, oui, t'as peur tous les jours quand même. J'avais une chambre, on m'a donné une chambre gigantesque. Ce sont les anciennes chambres doubles où il y avait qu'un lit. Alors évidemment, t'arrives forcément une chambre d'hôpital, ce sont des néons, voilà. Et un pédiatre nous avait dit, bah si vous êtes là pour un moment, vous pouvez vous faire plaisir, décorer la chambre, faut que ce soit un lieu, voilà, pas trop stressant pour vous. Et Florent était arrivé avec des guirlandes lumineuses. Et du coup, on avait une chambre somptueuse. Et ce qui était très drôle, c'est que quand il y avait les visites des médecins, et à chaque fois, ils avaient la même réflexion. Ils arrivaient dans la chambre, ils disaient Oh, c'est super sympa ici, j'ai jamais vu ça. Voilà. Il y avait l'écran, mon écran d'ordinateur. Enfin, il y avait tout confort. On avait ramené la machine Nespresso. Non mais, et les femmes de ménage, elles étaient quand même un peu horrifiées. Elles disaient non mais attendez, vous ne ramenez pas le canapé demain. C'est bon, on va s'arrêter là. C'était très drôle. Alors il y a eu un épisode assez drôle. Un jour, j'entends une voix d'homme qui dit Pascal, est-ce que je peux rentrer? Je dis oui, oui. Et en fait, c'était un collègue. C'était mon violon solo. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? On n'a pas le droit d'avoir des visites. Et il m'a dit, bah nous, on est dans la chambre juste à côté, en fait, avec ma femme. C'était très drôle. Donc ça, c'était chouette. Sauf qu'elle, elle a accouché le soir même, donc on s'est pas vu longtemps. Voilà. Et t'avais ton violon aussi. Et j'avais mon violon, j'avais pris mon violon. En fait, je faisais ça avec les problèmes de canaux carpiens. T'as envie quand même d'essayer de remuer les doigts et d'essayer de voir si ça marche, si t'arrives à les bouger et tout ça. Et donc, à la maternité, Vivaldi, c'était mon petit entraînement, voilà. C'était pour voir si t'arrivais encore à jouer. C'est vrai, si j'arrivais encore à bouger les doigts, non mais tu peux pas fermer la main, serrer un verre, t'as les doigts tout gonflés et tout. Voilà, donc des fois j'essayais de faire des petites choses comme ça. Ils te disaient quoi, les soignants Ah bah ils étaient super contents, ils me disaient « Vous avez joué du violon ce matin, je vous ai entendu ». Moi je pensais que personne m'entendait, je mettais la sourdine de plomb. Regarde, ça fait comme ça avec la sourdine de plomb. Je vais te montrer. On t'entend pas. Ça, à la maternité, pour pas embêter toutes les chambres et tout, tu mets ta petite sourdine de plomb et tu regardes si tes doigts marchent toujours. Et les sages-femmes m'avaient dit « Ah, on vous a entendu, vous avez joué ce matin. » Donc j'étais un petit peu gênée. Ils m'ont dit « Ah non, mais vous savez, c'est sympa, hein, ça nous change, on n'a pas l'habitude. » Elles étaient très contentes. Donc voilà, ouais, c'était rigolo quand même. T'avais le droit de faire quoi à l'hôpital? Est-ce que t'avais le droit de te lever? Alors, j'avais le droit de me lever. J'avais pas le droit aux visites, sauf, elles ont été super sympas. Florent avait le droit de venir 2 heures le soir. Bon, bien entendu, masqué et tout ça, test PCR. Mais c'était un des seuls services où les papas ont le droit, hein, vraiment. C'est pour que je pense que les femmes supportent ça mieux. Mais sinon, ouais, dans les autres services, c'est aucune visite. Hein. À cause Et du Covid. à cause du Covid, bien sûr. C'était la fin de ma résidence, donc j'étais plus disponible et donc je travaillais la journée, je faisais du montage. Alors, petite pause pour préciser un détail assez important. Et tant pis pour le suspense. On est chez toi à Rouen Ouais, et on n'est pas tout seul aujourd'hui. non, il y a un nouvel occupant. L'entretien de Florent que vous allez entendre dans cet épisode et dans les 2 prochains a été enregistré en présence de son petit garçon
qui est né quelques mois plus tôt. Et il a son petit pyjama à moussaillon trop mignon, voilà, avec des petits bateaux. Voilà, et puis c'est très à la mode. Je lui ai mis un body manche longue, un peu comme les skateurs, tu sais. Un body manche longue avec un petit pyjama au-dessus, donc c'est plutôt classe. Voilà, et c'est un petit garçon qui est assez impatient. Et donc il va pleurer, mais c'est vraiment des petits pleurs juste pour dire occupe-toi de moi. C'est vraiment pas des pleurs. Dès qu'on arrive, il fait des sourires. Non, il est vraiment chouette. Attendez-vous donc à entendre des bruits de tétines et des babillages de bébés. Allez, on reprend. C'était la fin de ma résidence, donc j'étais plus disponible et donc je travaillais la journée, je faisais du montage. Et le soir, j'allais au service pathologique pendant 2-3 heures et ça nous a permis de finir nos mobiles. Enfin, de finir nos mobiles. Les mobiles Montessori qu'on devait faire, Pascal, avec ses doigts, c'était un vrai manchot. Donc, c'est plutôt moi qui ai fait les mobiles, mais c'était chouette, on les a fait, enfin voilà, on les a fait ensemble. Elle me donnait le fil, quoi. Elle me donnait les bouts de tissu. Moi, je faisais la petite construction, la fabrication des mobiles. Quand il venait, pour moi, c'était un peu la fête. C'était la seule personne qui avait le droit de venir dans ma chambre. Si j'avais une visite pendant 1 heure, mais je devais leur signaler que j'étais là, au cas où on m'appelle pour un écho-doppler, parce que t'as pas d'horaire, hein. Là-bas, c'est quand il y a un interne de libre, il te fait ton écho-doppler. Il peut prévoir de passer dans la matinée, mais être appelé au bloc, et puis toi, du coup, t'as pas ton écho-doppler avant 20h. Voilà, donc toute la journée, t'es un peu dans l'attente. C'était assez rythmé quand même, les monitoring étaient assez rythmés. Il y en avait 3 par jour, un le matin, un le midi, un le soir. Selon que ton monitoring est bon ou pas bon, là on écoute donc le cœur du bébé. Il faut qu'il soit nickel pendant 30 minutes, il faut pas qu'il y ait d'accident. Et si tu as un accident, il faut 30 minutes bien derrière. Donc parfois ton bébé il est endormi, donc eux ils veulent des preuves qu'il est bien en bon mouvement, en bonne forme physique. Donc ils te disent ah bah là il dort. Donc comme ce sont des cycles de je sais plus 20 minutes, et ben tu repars pour une demi-heure. Donc des fois j'avais des monitorings qui duraient 1h30 quoi. 3 fois J'en par jour. j'en pouvais plus, ouais, j'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus. Et puis t'as peur, que tu te dis comment il est le monitoring, pourquoi elle me le prolonge, est-ce que mon bébé est en détresse, est-ce que... Voilà, et c'est toujours bénéfice-risque, comment est le monitoring, ouais, il n'était pas formidable. Et donc du coup, le soir, on est obligé de te laisser à jeun pour le monitoring. Si le monitoring est bon, tu auras le droit de manger, sinon tu dois aller en salle, en urgence, en césarienne, donc il faut pas que tu aies mangé. Donc voilà, ça a été ça tous les jours pendant 3 semaines et demie. Et tous les 3 jours, on me disait, bon, on va essayer de vous programmer à tout hasard une césarienne dans 3 jours. Et puis 3 jours après, on me disait, bah non, finalement ça va bien, on repousse de 3 jours, etc. Je ne vivais que avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en me disant, voilà, chaque jour qui passe est un jour de gagné. Mais moi, j'arrêtais pas de leur dire, ce qui me fait peur, c'est d'avoir justement un bébé prématuré, un bébé qui soit tout mou, qui se tienne pas, qui soit fragile, qui ait des problèmes de poumons. Ils m'ont dit normalement il aura pas de problème de poumons puisqu'on a maturé ses poumons, des problèmes digestifs. Ils m'ont dit bah il aura vraisemblablement des problèmes digestifs puisque le système digestif sera immature. Même pour ma famille, je disais bah normalement dans 3 jours j'ai peut-être une césarienne. Et j'avais même des amis qui prenaient des nouvelles et puis qui me disaient alors, c'est le grand jour aujourd'hui. Je me disais mince, j'ai oublié de leur dire que c'était décalé. Bon, voilà. Et puis j'avais cette peur donc d'avoir un bébé tellement fragile, qui naisse pas en forme, voilà, de pas pouvoir lui offrir justement ben une santé suffisante à la naissance. Ça me donne encore envie de pleurer d'en parler. Et ben en fait, donc j'ai vu le grand chef de service du service de la grossesse pathologique qui a tout recontrôlé. Lui, c'est un super spécialiste de l'échographie. Et lui, il m'a dit, je ne trouve pas que votre bébé ait un gros problème de croissance intra-utérin. Moi, je remesure, je ne trouve pas. Par contre, il n'est pas bien vascularisé. Donc, bénéfice-risque. Moi, j'ai pas envie qu'on soit trop interventionniste. On va attendre encore 12 jours. Et là, je me suis dit, aïe, 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 je tiendrai jamais 12 jours. Du coup, je me suis dit ça. On me repoussait tellement de 3 jours en 3 jours que 12, ça m'est apparu comme interminable. Et on appréhendait parce que donc les semaines passaient et puis nous on voulait vraiment être en unité kangourou. Il y a la néonate où ce sont vraiment les grands prémates qui ont vraiment besoin d'oxygène, enfin vraiment des soins assez importants. Et après il y a l'unité kangourou quand ils voient qu'un bébé a besoin justement
de grossir un petit peu ou d'être, on va dire, sous surveillance, il propose aux parents l'unité kangourou. En fait, c'est une chambre où il y a la maman et le bébé, parce qu'en néonat, les parents, ils ont pas de lit. C'est un lit que tu plies, que tu déplies tous les jours, donc c'est pas très confortable. Tandis que là, à l'unité kangourou, donc il y a un lit et le papa peut dormir aussi. Là, pour le coup, c'est un siège, un fauteuil que tu ouvres et que tu refermes, mais en tout cas, on nous proposait, même je pouvais manger. Donc c'était chouette, ça c'était chouette. Et on appréhendait parce que, en fait, plus les semaines passaient et moins il était prémat, en fait. Donc c'était très ambivalent parce que on avait pour lui envie qu'il reste le plus longtemps possible dans le giron de Pascal. Et en même temps, on se disait, tiens, pour notre projet, ce serait bien aussi d'être entouré par des professionnels, des infirmières, puéricultrices et sages-femmes pour nous souder, en fait. Et puis, 4 jours avant les 12 jours, un matin, je me réveille et je me dis, j'ai pas senti le bébé bouger depuis hier soir. Tu vois, quand j'allais aux toilettes, normalement, ça le réveillait, il bougeait. Quand je tapotais sur mon ventre, il venait. Quand je caressais, il venait. Enfin, il y avait toujours des moments où il réagissait, même s'il y avait d'autres moments où il dormait. Et je sais pas, j'ai eu une peur. Et j'ai appelé donc la sage-femme de garde qui m'a dit, pas de problème, il est 5h30 du matin, avant la relève, on n'attend pas la relève, même si je termine dans une demi-heure, je vous fais tout de suite votre monitoring pour voir. Voilà, je sais qu'ils écoutent beaucoup justement les sensations des femmes enceintes, parce qu'on est les seuls à sentir notre bébé pendant toute la grossesse, enfin en tout cas à partir du moment où on peut ressentir ses mouvements, et c'est vraiment un bon indicateur pour eux. Et elle me fait le monitoring, il n'était pas bon. C'est-à-dire que le bébé avait la fréquence cardiaque qui tombait assez souvent. Donc elle me dit, ouais, il n'est pas terrible. J'appelle le médecin de garde qui confirme qu'il n'est pas terrible, qui dit on continue. Après, le bébé, ça s'est stabilisé, il a dormi. Et après, quand il s'est réveillé, c'était pareil. Donc voilà, ils me disent, on vous emmène en salle de naissance. Et là, je leur dis, attendez, je peux quand même appeler le papa, je vais accoucher ou pas? Ils m'ont dit, appelez le papa, dites-lui de venir, on va pas vous ouvrir le ventre en 3 secondes, il faut qu'on vérifie encore, on va continuer les examens. Donc un matin, elle m'appelle à 5h en me disant, on pense que ça va être aujourd'hui, ce matin, il faut que tu viennes, donc je viens. Tu t'es senti comment au moment de ce coup de fil, à 5h du matin? En fait, prêt, parce que nous, oui. À tes souhaits. Comment dire, ça fait des jours, voire des semaines qu'on se disait que ça allait peut-être être le lendemain, donc j'étais prêt, ma valise était faite. En salle de naissance, Florent me rejoint. Alors c'était drôle parce que lui, il était tout excité, il était tout content, je sais pas s'il s'en souvient. Il me disait, oh là là, dans 2 heures il est là, oh là là, s'il faut, tu te rends compte, ce midi il sera né, quoi. Il devait être 7-8 heures du matin. Voilà, c'est maman. Logiquement, t'arrives aujourd'hui, hein. Ça a l'air bien parti pour vu ton monitoring. Regarde. Apparemment, tu ralentis. Apparemment, tu ralentis un petit peu. T'as ralenti et là, il se passe plus rien, quoi. C'est-à-dire que tu n'oscilles pas. Il faut osciller. Toi, t'es ici. Et la petite porte, elle sera là. La petite sortie de secours. Je trouvais ça excitant, mais j'étais moins excitée par la césarienne. Et en même temps, j'avais toujours cette peur d'avoir un bébé prématuré. Et on me disait, oh, mais 35 semaines et 2 jours, 35 semaines, c'est bon, c'est super, c'est déjà super. Et en fait, eux, ils raisonnent en termes médicaux, c'est-à-dire que il n'y a pas de problème de viabilité, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas dangereux. Sauf que moi, toutes mes craintes, elles se sont avérées fondées. Un papa, une maman est un podcast original de Sixteen Lys. La mélodie interprétée au violon par Pascal est issue du concerto numéro 3, premier mouvement de Vivaldi. La musique est composée par Ludwig Broch et l'illustration est de Pauline Ramos.